Alors, bonjour tout le monde. Moi, je me présente, je suis Nathalie Grondin. Je suis conseillère jeunesse à la Caisse des Patriotes. Je travaille à la Caisse depuis le 27 juillet, ça va faire 34 ans. Et dans mes fonctions actuelles et depuis plusieurs années, c'est de desservir la clientèle ayant moins de 18 ans. Fait que je m'occupe, entre autres, des caisses scolaires dans les écoles primaires du territoire de Boucherville, Varennes, Contrecœur, Verchères, Sainte-Amable, Sainte-Julie aussi. Et je m'occupe de... la caisse scolaire, en fait, c'est quoi? D'abord, c'est... on invite les enfants par l'entremise de l'école à déposer dans leur compte. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer en succursale. Et aussi, je reçois des invitations dans ces écoles pour aller rencontrer les élèves dans les classes de maternelle jusqu'à la 6e année pour aussi offrir des ateliers concernant la finance. Je fais également des conférences dans les écoles secondaires du territoire et je suis responsable d'un nouveau programme qui s'appelle, que Desjardins a mis en place et ça s'appelle le Lab Finance. Déjà actif au Collège Saint-Paul de Varennes et très bientôt à l'école secondaire de Mortagne et probablement dans les années à venir dans les autres écoles secondaires. C'est un programme, ça, qui comporte trois volets, dont un qui aide financièrement les jeunes à créer de petites entreprises dans l'école pour desservir la population de l'école. Si ce n'est pas déjà fait, probablement que vous êtes sur le point, d'ici quelques années, tout au plus, de vous trouver un travail rémunéré. Fait que c'est très important et surtout très avantageux d'acquérir maintenant des bonnes habitudes avec l'argent que vous allez gagner. Fait que c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui pour vous donner des trucs, des informations, des idées, des conseils sur la gestion de l'argent. Fait que je vais tenter de présenter cet atelier-là en 45 minutes. Toutefois, c'est la première fois que je le fais en ligne. Fait que je vais essayer de conserver le temps alloué, mais il pourrait arriver que je déborde un petit peu parce que c'est une passion chez moi de donner des conseils financiers aux jeunes. Puis des fois, je m'emporte un petit peu, puis je sors de mon cadre. C'est pour ça que je vais tenter de suivre le plus possible mes notes pour être dans mon temps. Si vous avez des questions, bien, vous pourrez tout simplement lever la main puis on va répondre à vos questions. Puis si vous avez des commentaires, des suggestions suite à cet atelier qu'on fait en ligne, bien, afin de m'améliorer, n'hésitez pas non plus à m'y faire part. Fait que je vais maintenant basculer le PowerPoint et peut-être que de temps en temps, je vais vous montrer mon visage pour jaser avec vous, mais sinon, le PowerPoint, ça sera facile aussi à joindre. Donc, je vais partager mon écran, ça ne sera pas bien long. OK, donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous vois plus. Oui, on t'entend super bien. OK, super. Fait que j'y vais avec le début du PowerPoint. Donc, je me suis présentée. Je vais donc continuer en vous disant que je souhaite capter votre attention aujourd'hui pour influencer vos comportements financiers futurs pour vous personnellement, mais aussi peut-être si vous avez un jour l'opportunité d'avoir une petite entreprise. Je vais faire un survol des informations qui concernent la gestion financière, mais sachez que le personnel dans vos institutions financières sont là pour vous accompagner puis vous aider à réaliser vos projets et ça, peu importe où vous faites affaire, une caisse ou une banque. Dans les écoles, dans vos familles, on vous appuie pour vos cours de base afin que vous réussissiez bien. Ça, c'est une preuve que votre réussite nous tient à cœur. Puis pourquoi ça nous tient à cœur? Parce qu'on sait très bien que dans toute votre vie, vous aurez besoin de français, de mathématiques, d'anglais, de toute autre matière aussi que vous aurez appris à l'école afin de vous débrouiller dans la vie puis devenir autonome. Bien, la finance, c'est tout aussi important. Quand je dis le mot finance, ça veut dire toute activité qui sont reliées avec de l'argent. Toute votre vie, vous allez recevoir de l'argent, vous allez en dépenser, vous allez en investir, vous allez en emprunter. Fait que c'est pour cette raison qu'il faut maintenant s'en intéresser et ça dès que possible, puis
pour viser votre autonomie financière. Quand on parle d'autonomie financière, on parle de quoi? On se donne des moyens. On se donne des moyens pour faire des choix éclairés, pour gérer vos revenus, vos dépenses, pour épargner selon vos ambitions, pour utiliser le crédit aussi selon vos besoins, protéger en cas d'imprévu, puis agir sécuritairement avec vos renseignements personnels. Savez-vous qu'au sein de la population québécoise, il y a seulement 41 personnes sur 100 qui considèrent l'argent comme étant leur plus grand stress. 41% des gens trouvent que l'argent, c'est un grand stress. 85% des personnes sur 100 là, trouvent que leur niveau de connaissance financière est trop faible. Puis 47 personnes sur 100 vivent d'une paye à l'autre, sans économie. C'est beaucoup. Alors, je vous dirais que les caisses, les banques, qu'on appelle les institutions financières, ont un but en commun, soit d'offrir à leur clientèle des services qui vous permettent de protéger votre argent puis d'avoir des outils qui vont faciliter votre gestion. Vous avez probablement déjà un compte ouvert dans une institution financière. Sinon, il serait peut-être temps de penser à en ouvrir un. Plus on est jeune, plus on apprend tôt à gérer notre argent, meilleures seront nos chances de réussir financièrement dans la vie. Fait que voici à quoi servent les institutions financières pour vous personnellement ou pour vos entreprises. Elles sont là pour sécuriser votre argent, pour vous offrir des moyens de paiement variés, pour qu'on ait toujours juste de l'argent comptant, hein, qu'on ait d'autres moyens. On vous offre aussi divers véhicules de placement et on accompagne les emprunteurs. Quand vous allez ouvrir un compte dans une institution financière, on va vous offrir deux types de comptes. La plupart du temps, compte chèque et compte d'épargne. Comme le dit le premier, le compte chèque, c'est dans lequel on pourrait effectuer, faire des chèques, puis le retrait de ce montant-là, de notre chèque, va passer dans le compte chèque. C'est un compte qui fait peu ou pas d'intérêt, mais il sert de compte principal pour, par exemple, aussi vos dépôts directs. Quand vous aurez un emploi ou si vous avez un emploi, puis il dépose votre paye directement dans votre compte, ça va s'en aller dans le compte chèque qu'on appelle. On l'utilise aussi pour des retraits automatiques. Il peut arriver que dans le futur, vous allez autoriser une entreprise à venir chercher la somme que vous leur devez à tous les mois directement dans votre compte. Fait que ça, c'est des retraits automatiques ou des remboursements d'emprunt. Ça, c'est les types de comptes qu'on va utiliser. Le compte d'épargne, tant qu'à lui, il donne un petit peu plus d'intérêt, mais c'est très peu. Hein. Quand on laisse ça dans des comptes, que l'argent est accessible en tout temps, il ne faut pas s'attendre à avoir des taux d'intérêt très élevés. Il vaut mieux choisir d'autres sortes de véhicules de placement quand on a une somme importante d'accumuler puis qu'on n'en a pas de besoin pour un certain temps. Il va servir aussi, le compte d'épargne, à séparer notre argent. On pourrait avoir un compte d'épargne où on met notre argent pour accumuler pour notre cours de conduite, par exemple. Accumuler des sommes pour nos prochaines vacances l'été prochain. Fait que des fois, on va s'en servir pour séparer notre argent de cette façon-là. Pour suivre toutes les transactions qui passent dans vos comptes, les dépôts, les retraits, tout ça, ce sont des transactions. C'est important de vérifier que tout ce qui passe dans notre compte, c'est vraiment nous hein, qui l'avons fait et qui l'avons autorisé. Fait que pour ça, on a un relevé de transactions. Le relevé pourrait être format papier, posté à la maison une fois par mois, ou il peut être avec un relevé virtuel. On ouvre un compte en ligne avec notre institution financière et on peut suivre virtuellement tout ce qui sort et tout ce qui rentre dans notre compte. Vous savez, c'est votre responsabilité de faire ça. Il faut vérifier les transactions qui passent au compte. Des erreurs, ça peut arriver. Alors, si une erreur se produit, vous pensez qu'une transaction, c'est pour vous qui l'avez fait, tout de suite, vous informez auprès de votre institution financière afin de vérifier c'est quoi exactement cette transaction-là. De le mettre virtuel aussi, bien, vous allez sauver des armes, c'est plus écologique et n'importe quand, vous aurez accès à vos informations. Tandis qu'un relevé papier posté par la poste, une fois par mois, bien, à ce moment-là, vous êtes obligé d'attendre à tous les mois pour vérifier vos transactions.
Peut-être avez-vous aussi entendu parler qu'on peut payer des frais d'administration dans nos comptes bancaires. Bon. Les institutions financières ont des choses à payer. Hein? Ils ont des employés, ils ont des dépenses, là, le loyer et tout ça. Alors, c'est sûr qu'ils doivent faire des profits. C'est pour ça qu'ils chargent des frais d'administration à leurs clients ou à leurs membres pour se rentabiliser et faire des profits. Sachez toutefois que vous êtes dispensé de frais à payer, vous, lorsque vous avez moins de 18 ans. Yeah! Pas besoin d'en payer. La plupart des institutions financières ne vont pas vous charger de frais d'administration. Vous commencez à travailler, on ne va pas vous en enlever en plus dans votre compte. Et il y a des exceptions toutefois. Si vous utilisez les guichets automatiques, et que vous utilisez un guichet automatique de votre institution financière à vous, de votre bannière à laquelle vous faites affaire, vous n'aurez pas de frais d'administration. Si vous faites un achat en magasin, non plus. Si vous utilisez un guichet automatique d'une autre institution financière, vous pouvez le faire. C'est pratique, ça dépend. Des fois, on a besoin d'argent, puis c'est juste l'autre institution financière avec laquelle on ne fait pas affaire qui est là, de disponible. Oui, vous pouvez utiliser aussi le service. Mais vous n'êtes pas client, vous n'êtes pas membre là. C'est pourquoi qu'ils vont vous charger des frais. Si c'est fait au Canada, c'est des frais de 1,50 $ qu'ils vont vous charger pour utiliser leur équipement. Si vous êtes ailleurs, en Amérique du Nord, les frais seront de 3 $. Et sachez aussi, vous pouvez utiliser votre carte de guichet partout dans le monde. Par contre, là, vous aurez des frais de 5 $ par transaction. Fait conclusion, soyez prévoyants puis utilisez un guichet automatique de votre institution financière. Parce que c'est ça aussi, économiser. Tu sais, on dit économiser, c'est mettre de l'argent de côté. Économiser, c'est acheter des choses en magasin qui est à rabais, oui. Mais quand on est prévoyant aussi, on économise. Comme justement, prévoir qu'on a besoin de passer dans un guichet automatique pour aller chercher de l'argent, bien, si on choisit un guichet de notre institution financière, on aura économisé des frais. Évitez aussi les guichets automatiques ATM. Tu sais, les petites mini-boîtes qu'on voit des fois dans les cinémas ou dans le métro, les stations de métro, tout ça. Les ATM, c'est très dispendieux utiliser ces services-là. J'ai déjà vu des frais de 7 $ pour un retrait de 20 et sont souvent la cible de fraudeurs aussi. Fait qu'on va tenter de ne pas utiliser. Quand vous aurez 18 ans, inquiétez-vous pas, il y a des forfaits qui sont offerts aux étudiants. Et quand vous dites aussi dans quel domaine d'études vous étudiez, il peut y avoir aussi des comptes avec des avantages différents selon le domaine d'études. Fait que gênez-vous pas pour mentionner que vous êtes étudiant et quel domaine dans lequel vous étudiez. Est-ce que ça va tout le monde? Quelqu'un peut me répondre? Oui, ça va. Ça va bien? Parfait, merci. Comment votre argent arrive-t-il dans votre compte? Bien, souvent, c'est nous qui allons dans notre déposé, soit sous forme d'argent, des sommes dans notre compte. Peut-être qu'on a reçu un chèque aussi. Ça arrive qu'on reçoit des chèques par notre employeur. Rarement, mais ça pourrait arriver. Ou si vous avez une petite entreprise, que ce soit un de vos clients qui vous paye par chèque. Fait que c'est vous qui faites le dépôt, soit devant la caissière ou au guichet automatique, ou aussi par dépôt mobile. Avec vos téléphones intelligents maintenant, c'est super facile de prendre en photo notre chèque, recto verso, et puis quelques minutes après, il se retrouve dans notre compte, là. Fait que ça, c'est super pratique. Ou bien l'argent arrive aussi par dépôt direct. Votre employeur, par exemple, dépose directement dans votre compte la somme qu'il vous doit. Il peut arriver aussi que vous ayez des fonds gelés. C'est quoi des fonds gelés? C'est que vous déposez de l'argent dans votre compte. Mettons que c'est un chèque. Okay? Vous déposez un chèque dans votre compte et là, vous tentez de faire tout de suite un retrait après, puis ça ne fonctionne pas. Ben voyons, je viens de déposer, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que peut-être qu'il y a des fonds gelés. Ça, c'est une précaution que prennent toutes les institutions financières pour se prémunir contre un retour de chèque, qu'il soit personnel ou qu'il soit d'une compagnie, parce que ça arrive des fois que des chèques reviennent pour diverses raisons. Ça peut être qu'il manque une signature dessus. Ça peut être que la date inscrite n'est pas bonne ou passé date, le chèque est plus bon, parce qu'un chèque, c'est bon 6 mois. Ou tout simplement qu'il manque de fonds dans le compte dans lequel le chèque doit passer. Fait qu'à ce moment-là, ce chèque-là revient.
Fait que nous, les institutions financières, au cas où ça revienne, on va geler les fonds pour être sûr que vous ne le dépensiez pas, cet argent-là. Si vous le déposez dans un guichet automatique, ça sera gelé 7 jours ouvrables. Ouvrable veut dire que les fins de semaine et les jours fériés ne comptent pas. Et si vous le faites devant la caissière, puisqu'il est traité plus rapidement, il sera gelé 5 jours ouvrables. Devant le caissier, par contre, il peut arriver qu'un chèque ne soit pas gelé. Pourquoi? Parce que le caissier le voit tout de suite, travaille le chèque, et il ne va pas le geler si, par exemple, c'est de l'argent comptant que vous déposez, il ne va pas le geler si c'est un chèque émis par un de nos gouvernements, comme par exemple un retour d'impôt ou l'assurance-emploi. Là, on ne va pas le geler, ce chèque-là. Mais tous les autres chèques personnels, comme exemple tes parents, tes grands-parents te donnent un chèque en cadeau ou un chèque d'une compagnie, même si c'est une compagnie qui est reconnue, sera gelé pour s'assurer que les sommes sont toujours là au cas où. Un chèque, à quoi ressemble un chèque? C'est un petit peu ce que je vous montre actuellement. Il y a une date à inscrire. La date qui est inscrite, c'est la date à laquelle les sommes, à partir de cette date-là, peuvent être retirées dans le compte de la personne qui a fait le chèque. Cette date-là est valide pendant 6 mois. Lorsque le 6 mois est passé, le chèque ne pourra plus être encaissé. Il faudra aller voir la personne qui nous l'a fait. Comme ici, c'est John Doe. On va voir John Doe, puis on dit « Je m'excuse, j'ai oublié d'encaisser ton chèque, puis là, ça fait 6 mois. Est-ce que tu peux m'en refaire un autre? » Fait que ça, c'est important, la date. Il y a un montant écrit en lettres et un montant écrit en chiffres. Ça, c'est pour nous permettre de voir si c'est le même montant qui est indiqué. Et puis, le payable à qui on le fait, ce chèque-là. C'est pour ça qu'on marque payable à qui. Et il faut, bien sûr, le signer. Ça donne l'autorisation à la personne qui le reçoit de pouvoir l'encaisser. Un chèque, c'est un mode de paiement qui est encore utilisé, mais qui est en très forte décroissance, surtout depuis l'arrivée des cartes de guichet automatique et Internet. Mais j'en parle quand même parce que, comme mentionné tantôt, si vous avez une petite entreprise, il se peut que des clients veulent vous payer par chèque. C'est important que vous connaissiez que ça existe encore, puis comment ça fonctionne. Fait que c'est comme de l'argent comptant, puis quand c'est utilisé correctement, c'est un mode de paiement qui est sûr. On va l'utiliser aussi si on a à payer une facture par la poste. On n'enverra pas dans une enveloppe de l'argent comptant. Fait qu'on pourrait mettre avec notre facture un chèque. Il y a des services de garde encore qui vont préférer se faire payer par chèque ou lorsqu'on a une activité sportive ou une inscription à un cours, ils vont demander des chèques. Si on perd un chèque qui nous a été remis, c'est pas très grave. On a juste à dire à la personne qui nous l'a donné, qui nous l'a fait, on l'a perdu, est-ce que tu peux m'en refaire un autre? Elle va t'en refaire un autre et cette personne-là, pour s'assurer que le chèque perdu ne passe jamais dans son compte, va faire un arrêt de paiement. Quand vous acceptez un chèque d'une personne, c'est parce que vous avez confiance que ça va être correct. Que le chèque ne reviendra pas pour les raisons mentionnées tantôt. Ou que vous serez capable de retracer facilement la personne qui vous a fait un chèque, parce qu'on ne connaît pas les sommes qui sont dans leur compte. On a beau, c'est nos amis, mais ce n'est pas des choses qu'on dit, le montant qu'on a dans notre compte. Ça ne veut pas dire que même s'ils nous le diraient, ça serait le même montant. C'est pour cette raison-là que si on accepte un chèque, qu'on l'endosse. Endosser un chèque, ça veut dire on le tourne de bord, là, puis on signe notre nom derrière. On en prend la responsabilité. Quand on le dépose dans un guichet automatique, on n'a pas besoin de le signer. Notre signature, c'est notre NIP, qui est notre signature électronique. Ça veut dire aussi qu'on en prend la responsabilité. Puis si vous faites un chèque, c'est important que quand vous faites votre chèque, vous inscrivez la date, c'est qu'à cette date-là, les sommes seront dans votre compte. Parce que si le chèque passe à votre compte, tente de passer, puis il manque de fonds, ça va vite maintenant encaisser un chèque. Vous pourriez donner un chèque à votre ami ce matin. Durant l'heure du dîner, il va le déposer dans son compte en banque ou en caisse. Et puis, dans la fin de journée, vous rentrez dans votre dossier votre dossier bancaire. Vous dites « Ah, mon chèque est déjà passé. » Ça va vite comme ça, là. Fait que c'est pour ça que quand on signe un chèque et qu'on y met une date, à cette date-là, il faut que les sommes soient disponibles au compte.
Qu'est-ce qui arrive quand un chèque se présente, que vous avez fait, puis il manque de fonds dans votre compte? Ça va faire un chèque NSF, un chèque sans provision. Et ça, pour votre dossier de crédit, c'est pas très bon. Un dossier de crédit, c'est comme un bulletin financier, c'est comme un bulletin scolaire. Alors, c'est des notes. Et puis, ça vient baisser votre cote quand on fait des choses comme ça. Et quand on a besoin un jour d'emprunter pour peut-être une marge de crédit étudiante ou l'achat d'une première voiture, bien, on voit cette note négative dans le dossier, puis vos créanciers, les personnes à qui vous vous empruntez, les institutions financières à qui vous empruntez, bien, ils pourraient peut-être des fois hésiter à vous prêter de l'argent parce que vous gérez, en tout cas, vous n'avez pas démontré que vous gérez bien votre compte à cause de ce chèque sans provision. De plus, ça vous occasionne des frais d'avoir un chèque comme ça qui peuvent aller des fois jusqu'à 50 $. Et aussi, votre réputation auprès du bénéficiaire du chèque va être entachée un petit peu. Hein? Imaginez, vous donnez le chèque à quelqu'un, un ami, puis il vient vous revoir et dit « Hey, ma banque, elle m'a dit que le chèque que tu m'as fait, il est revenu, il manque de fonds. » Fait que c'est un petit peu gênant. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que la date, dès qu'on inscrit une date, ici, on voit que c'est le 12 janvier 2006, bien, il faut que le 12 janvier 2006, l'argent soit dans le compte. OK? Autre chose, ça, je vous l'ai dit. OK. La technologie est là pour vous faciliter la vie aujourd'hui. Puis, il se peut très bien que je parle de chèque à vous aujourd'hui, là, puis que dans toute votre vie, vous n'aurez jamais à en faire parce que vous êtes dans une génération où la technologie prend beaucoup de place et est très utilisée. Puis, tant mieux parce que ça facilite souvent les transactions. Fait que ce que vous pouvez faire, au lieu de faire des chèques, c'est des virements Interac. Des virements Interac, même si vous devez de l'argent à une amie qui ne fait pas affaire à la même institution financière que vous, en quelques clics, en faisant un virement Interac, l'argent va être rendu dans son compte. Fait que c'est une façon plus rapide qui remplace les chèques. Votre numéro d'assurance sociale. Un numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de citoyen canadien. Jamais il va changer ce numéro-là. Il vous appartient pour toute votre vie. Puis, si vous ne l'avez pas encore, ça sera important de le demander parce que quand on commence à avoir un travail qui est rémunéré chez un employeur, c'est un numéro obligatoire à avoir. On ne divulgue jamais notre numéro d'assurance sociale à personne, sauf à des endroits qui, légalement, ont le droit de l'avoir. On est tenu de le conserver dans un endroit à la maison qui est sécuritaire, qui est sûr, puis ne jamais garder sur nous ce numéro d'assurance sociale-là. Il y en a qui l'ont sous une forme de carte, comme montré, mais il y en a qui l'ont reçu sur un document. Alors ça, c'est moins, c'est comme clair qu'on ne traîne pas dans notre portefeuille, mais quand on le recevait sous forme de carte comme ça, on était porté à le garder à notre portefeuille. Alors, si c'est le cas, on l'enlève ce soir, c'est important, et on laisse ce numéro-là dans un endroit à la maison qui est sécuritaire. C'est interdit pour un organisme. En fait, un organisme pourrait, vous le demandez comme pièce d'identité, mais vous avez très raison de refuser de donner ce numéro-là à un organisme. Ceux qui ont le droit de l'avoir, c'est ceux qui ont des liens avec le gouvernement. Comme par exemple votre employeur, quand vous commencez à travailler, vous allez payer de l'impôt au gouvernement fédéral, provincial. Alors, il y a un attachement là. Le numéro d'assurance sociale est obligatoire. Et aussi les institutions financières, puisque quand vous placez de l'argent, vous faites des intérêts, vous avez des revenus, un revenu d'intérêt, c'est imposable. Alors, les institutions financières doivent aussi l'avoir dans le dossier. Pour une entreprise, quand on a une petite entreprise puis qu'on a à déclarer des revenus d'impôt, ce n'est pas un numéro d'assurance sociale, mais c'est plutôt un numéro d'entreprise. Le salaire, ce n'est pas un cadeau. Hein? Le salaire, c'est le fruit de votre travail que vous allez accomplir. Là, maintenant, vous êtes probablement à la recherche d'emploi ou vous le serez aussi dans le futur parce qu'on est jeune puis on cherche des emplois peut-être à tous les étés, par exemple.
on n'a pas le choix. Hein? On a des besoins qui souvent doivent être comblés avec de l'argent. C'est pour ça qu'il faut trouver un emploi qui va nous permettre de gagner un salaire. C'est important de prendre certaines choses en considération quand vous êtes à la recherche d'emploi. Premièrement, vos intérêts. Hein? Quel genre de travail tu aimerais effectuer? Est-ce que c'est un travail manuel? Aimerais-tu, toi, travailler dans le paysagement l'été, dehors? Ou préfères-tu justement pas être dehors à l'air climatisé dans un bureau, dans un magasin parce que tu aimes le service à la clientèle ou dans un resto? Il faut y penser un petit peu. Il faut être heureux dans le travail qu'on fait. Aussi, il faut penser à combien d'heures on aimerait effectuer. On veut-tu travailler le jour? On veut-tu travailler le soir, les fins de semaine? Est-ce qu'on veut travailler juste l'été ou aussi durant la période qu'on est à l'école? C'est important d'avoir un équilibre entre la santé, la réussite scolaire et ton emploi. Hein? Si tu travailles durant tes études, on considère qu'un maximum de 20 heures par semaine, c'est suffisant pendant tes études, parce que ta priorité dans tes études, c'est justement de réussir ces études-là. Il faut penser aussi à la recherche d'emploi, à comment on va voyager pour y aller. C'est bien beau chercher un emploi sur Internet, mais c'est où c'est situé, ça? Est-ce qu'il y a des arrêts d'autobus qui sont proches? À quelle heure je vais terminer mon travail? Je vais avoir de la misère à me trouver un autobus à l'heure que je vais commencer ou terminer. Ça, c'est des choses importantes parce que si c'est compliqué d'aller travailler, ça ne vous tentera pas d'y aller. Quand vous aurez trouvé votre travail, sachez qu'il y a plusieurs façons de recevoir notre rémunération. Okay? On peut avoir un travail où on est rémunéré à taux horaire. Premièrement, la paye, c'est à intervalles réguliers. Habituellement, c'est une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Et si on est à taux horaire, mettons qu'on est à 13,10 $ depuis le mois de mai, bien, si vous faites 20 heures, c'est 20 heures multiplié par 13,10 $. C'est la façon la plus répandue et aussi, je trouve, la plus juste pour être payé. Mais il y en a qui sont payés à salaire fixe. À salaire fixe, on pourrait penser aux présidents d'entreprise ou ceux qui sont propriétaires d'une entreprise. Ils vont se prendre, exemple, 500 $ par semaine, tous les semaines. Mais ça se peut qu'il y ait une semaine, ils vont faire 20 heures parce que c'est un paysagiste, là, il n'y a plus toute la semaine. Mais ça se peut que pour rattraper son temps, la semaine suivante, qu'il en fasse 50 puis 60 heures. Mais il va avoir encore 500 $. Ça, c'est un salaire à revenu fixe. Il y en a qui sont payés à la pièce. Comme par exemple, tu pourrais faire des colliers, puis être payé 1 $ à chaque collier qui est assemblé. Alors là, c'est important d'apprendre à être dégourdi puis d'apprendre à travailler vite pour essayer d'en faire le plus possible pour, bien sûr, avoir un meilleur salaire. Il y en a qui sont payés à commission. Ça, c'est souvent dans la vente, hein, qui sont payés à la commission. Fait que je vous donne ici un exemple de quelqu'un qui travaille dans un concessionnaire automobile. Dès qu'il vend une voiture, il reçoit un 500 $ de plus en plus de son salaire. Fait que ça, c'est une manière d'encourager ses employés, qu'un employeur donne ça pour que son employé s'implique davantage à la réussite de son entreprise. Puis, il y a ceux qui sont payés à pourboire. Bien, souvent, on voit ça dans la restauration. On va voir ça aussi dans le milieu touristique. Alors, c'est important, quand on est payé à pourboire, bien, de toujours être poli avec notre clientèle, d'être gentil, d'avoir un beau sourire, afin de s'assurer, bien sûr, d'avoir un meilleur pourboire. Maintenant qu'on a trouvé notre travail, tout ça, on reçoit notre paye. Oh boy! Quand on reçoit notre paye, des fois, on peut rester un petit peu surpris. On s'attendait de recevoir une certaine somme, puis finalement, on a un petit peu moins parce qu'il y a des déductions sur notre paye. C'est ce qu'on appelle le devoir du citoyen. Hein? Tout le monde paie un petit peu. C'est comme si on va chercher dans les poches de tous les citoyens des certaines sommes qu'on met toutes ensemble et après qu'on va se payer des services avec ça. Les entreprises, eux, on ne va pas parler de déduction, mais plutôt de salaire, pas de salaire, mais de brut et de net. Brut, c'est la somme qu'un client c'est la somme qui est reçue d'un client pour un service ou une vente qu'on a faite pour lui. Okay? Ça, c'est du brut. Mais ça nous a peut-être coûté de la matière première, ça nous a peut-être coûté des employés, un local, l'électricité, tout ça. Fait que le net, c'est ce qui va rester directement dans nos poches.
Admettons que vous faites 13 et 10 qu'on a fait 20 heures semaine, on s'attendait d'avoir 262 262 correspond à votre salaire brut. Et si j'enlève les déductions, qui reste 197 j'ai donc un salaire net. Ça, c'est des termes que c'est bien d'apprendre parce que dans les institutions financières ou autres endroits, ça va vous arriver qu'on vous demande c'est quoi ton salaire brut, c'est quoi ton salaire net. Le brut, c'est avant les déductions. Le net, c'est ce qui est vraiment déposé dans votre compte. Fait que les déductions, c'est quoi? C'est l'impôt fédéral. Ça, c'est ce qu'on donne au gouvernement du Canada en échange de certains services, comme par exemple les pensions de vieillesse, les allocations familiales, le bien-être social. À l'impôt provincial, on va donner de l'argent là pour des services comme tout ce qui est éducation, assurance maladie, les policiers, les services routiers. Il y a les régimes des rentes aussi qu'on met de l'argent de côté pour s'assurer d'un certain revenu lorsqu'on est à la retraite. Il peut aussi avoir des cotisations syndicales. Ça, c'est des cotisations qui sont remises à un groupe de personnes à l'endroit où vous travaillez, parce que toutes les compagnies ne sont pas syndiquées, et ils sont responsables de vous représenter, de représenter les droits des travailleurs. Fait que les retenues faites sur un salaire servent donc à payer différents services pour toi puis pour les autres citoyens. Pour vérifier tout ce que tu as reçu, ton salaire, puis voir aussi les déductions, tu reçois un bulletin de paye, un talon de paye. Okay? Sois fier de ta paye parce qu'elle te donne de la liberté puis de l'autonomie. Fait que ce relevé de paye-là, c'est ce qu'il faut aussi que tu vérifies. Tu sais, tantôt, je te parlais de ton relevé de compte, les transactions qui passent dans ton compte, c'est important que tu les vérifies. La même chose pour ta paye. On fait confiance à notre employeur, mais ça peut arriver des erreurs. Peut-être que tu as changé de chiffre avec un collègue de travail et cette semaine-là, tu fais plus d'heures que prévu. Bien, il faut que tu vérifies sur ta paye que les heures que tu as faites sont bien là. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu les vérifies soit sur un format papier, ton employeur peut te le donner en format papier, ou pourra aussi te le donner avec un code d'accès d'employé pour que tu puisses avoir accès en format virtuel. S'il est en format papier, fais attention parce que souvent le numéro d'assurance sociale est inscrit dessus. Et il ne faudrait pas que tu le perdes et que quelqu'un utilise ce numéro-là comme pour voler ton identité. Fait que si tu le reçois papier, soit que tu le déchiquetes comme il faut, ou bien, si tu veux les garder, tu le mets dans un endroit sécuritaire à la maison. Maintenant, alors ça, je l'aime bien, c'est une citation de Alphonse Desjardins. Alphonse Desjardins, c'est lui qui a créé le mouvement Desjardins en 1901 et il avait dit comme citation, « Le souci de l'épargne épargne bien des soucis ». Fait que c'est sûr que quand on commence à gagner de l'argent, ben on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Parce que les bonnes pratiques financières se prennent jeunes puis que les habitudes que tu prends maintenant risquent de te suivre toute ta vie, tu ne veux surtout pas faire partie de ces statistiques. OK? 50% des Canadiens n'ont pas de budget. Un budget, c'est quoi? C'est ça l'outil qui va t'aider à savoir rapidement l'argent qui rentre et qui sort de ton compte. Puis où est-ce qu'elle va? Puis est-ce qu'il t'en reste au bout du compte? Au bout d'un mois, est-ce qu'il te reste suffisamment d'argent pour payer tout ce que tu as à payer? Ça, c'est un budget. Il y a 2 Canadiens sur 3 qui ont de la difficulté à payer leurs dettes. Puis peut-être que là, ce montant-là va être différent là, avec la COVID-19 qu'on vient de vivre. 6 adultes sur 10 ont échoué leur test en connaissances financières. Est-ce que je suis contente que les cours en finance reviennent dans les écoles secondaires? Oh que oui, parce que 6 adultes sur 10 qui échouent leur test en connaissances financières, c'est vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire un budget pour savoir où avoir notre argent. Sur un budget, il y a une colonne revenus. Les revenus, c'est quoi? C'est des revenus d'emploi, ce que tu gagnes comme salaire. Ça peut être aussi des prêts et des bourses d'études. Les contributions parentales, si tes parents t'aident, te donnent un petit peu d'argent toutes les semaines, tu rentres ça dans tes revenus, ou de l'argent que tu pourrais recevoir en cadeau. Tu as une autre colonne qui s'appelle dépenses. Les dépenses, il y en a beaucoup. Là, actuellement, dans ta vie, peut-être que tu n'en as pas encore beaucoup, mais crois-moi, ça va venir assez vite.
puis tu vas en avoir de plus en plus. Alors, il y a des dépenses qui sont à toutes les semaines, hebdomadaires. On a des dépenses, comme exemple l'épicerie, hein, on fait ça toutes les semaines. Il y a les dépenses mensuelles. J'ai à payer mon loyer, par exemple, à tous les mois. J'ai des dépenses aussi qui sont qu'annuelles. Il ne faut pas que je les oublie, celles-là, parce que quand ils rentrent mon permis de conduire à payer une fois par année, il faut que je l'aille l'argent mis de côté pour ça. De ces dépenses-là, il y en a qui sont fixes. Fixe, ça veut dire que je connais le montant et je sais quand je dois les rembourser, comme justement un loyer ou une hypothèque. Mais j'ai des dépenses qui sont variables. Je sais que j'ai à faire cette dépense-là, mais je ne sais pas combien. Fait que l'épicerie, c'en est un bel exemple aussi. Fait que ça, c'est des types de dépenses qu'on a. Mais si vous faites votre budget, hein, ça va être pourquoi qu'on fait ça? Pour savoir où va notre argent, pour prioriser nos besoins aussi. Ça va nous aider à prévoir puis à réaliser des projets et aussi contrôler notre endettement. Des fois, en vérifiant notre budget, on se dit « Oh, j'ai un petit peu trop dépensé pour l'argent que je gagne. » Fait que ça va nous aider à mettre un frein. Truc et astuce, fixe-toi des objectifs qui soient réalistes. Aussi, révise ton budget aux besoins. Si tu travailles durant l'été, mais que tu ne travailles pas durant les études, je pense que c'est une belle raison pour refaire ton budget, parce que là, il n'en rentre pas autant là, dans ton compte. Fait que dans des moments comme ça, c'est important de refaire ton budget et aussi planifier des montants pour des imprévus, parce que ça, malheureusement, on en a toujours. Votre budget, ça doit être votre meilleur ami. Il faut que ce soit facile à faire, il faut que ce soit votre meilleur ami. Si vos parents peuvent vous aider, sinon, vous pouvez aller sur le site Internet de vos institutions financières, puis vous allez en trouver des modèles de budget. Prenez le temps de magasiner aussi pour épargner sur Internet puis sur les circulaires. Fait que si vous magasinez en ligne avant, vous savez ce que vous voulez, vous savez où aller le chercher à meilleur prix. C'est beaucoup plus facile. Puis, apprenez à attendre. Des fois, quand on attend, c'est payant. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, vous avez besoin d'un équipement, un nouvel équipement de snow, puis on est en plein mois de décembre, ça se peut que ça soit plus cher que si vous attendez au mois de mars à la fin de saison, où là, ils vont faire des rabais. Puis moi, je vous le garantis, avec un budget, vous allez avoir beaucoup plus d'épargne, c'est certain. Il y a des pièges aussi qui sont à éviter pour réaliser tes rêves. Que tu veuilles partir en voyage, acheter un ordinateur, un nouvel équipement de ski ou même démarrer ton entreprise, tu auras besoin de volonté, mais aussi d'argent. Fait que 6 pièges à éviter. Comptabilise ton budget. Dans ton budget, l'argent qui n'est pas reçu, ça, c'est pas une bonne idée. Tu dis, oui, je vais recevoir à la fin du mois telle somme d'argent. Tu fais ton budget maintenant, mais finalement, tu ne reçois pas cette somme-là. C'est pas vrai, là. Fait que tu comptabilises dans ton budget l'argent que tu as vraiment reçu. Oubliez de budgéter pour des dépenses annuelles. J'ai mentionné tantôt, si tu reçois ton renouvellement de permis de conduire, tu l'as oublié, bien là, c'est sûr que ça vient défaire ton budget, là. Mettre trop d'argent de côté, c'est bizarre à dire, mais mettre trop d'argent de côté aussi, ça peut être un piège parce qu'à un moment donné, tu en as besoin, tu n'étais pas prévu. Là, tu es obligé d'aller piger dans tes épargnes, puis il s'agit que tu y ailles une fois, puis hop, tu y retournes une deuxième fois. Fait qu'on devient délinquant, puis on pige souvent dans nos épargnes. Passer trop de temps à faire du lèche-vitrine physique, puis surtout virtuel, parce que c'est tellement facile virtuellement, puis faire juste un petit clic, puis whoop, on reçoit une facture, puis une boîte dans quelques jours par la poste. Mais c'est peut-être pas toujours des choses qu'on a réellement besoin. Avoir trop d'argent sur soi aussi, quand on n'en a pas besoin autant, ça peut nous inviter à en dépenser plus. Puis, acheter avec impulsivité. Quand vous avez acheté quelque chose, des fois, allez dormir là-dessus, puis peut-être que le lendemain, vous allez dire, finalement, j'en avais pas tant de besoin que ça. Je vais vous donner un petit truc aussi. Comment amasser 1 378 $ en une année? Je vous demande, êtes-vous capable? Moi, là, je vais vous expliquer ce que je veux que vous pourriez faire, là, que ce serait le fun d'essayer. Okay? Ça s'appelle Défi 52 semaines d'économie. Le principe est bien facile. La première semaine, tu mets 1 $ de côté. La deuxième semaine,
tu en mets 2 de côté. La troisième semaine, tu en mets 3 de côté, ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce que la 52e semaine, tu mettes 52 de côté. Et fait que c'est un petit truc qui est simple, qui est efficace pour épargner tranquillement, hein, changer peu à peu nos habitudes avec l'argent. Puis, vous allez voir que cette somme-là sera finalement réalisable pour vous. Puis, 1 378 ça se prend bien d'avoir économisé ça en une année sans avoir fait trop d'efforts. Je vais vous présenter ici Jules et Julien. Leur histoire, en fait, c'est 2 frères jumeaux, vous voyez qu'ils se ressemblent. Ils ont 25 ans actuellement et je veux vous montrer un petit peu la différence entre les deux ayant commencé à ramasser de l'argent à des moments différents. Jules, très, très jeune, lui, il était sensibilisé à bien gérer son argent puis d'épargner sur une base régulière. Tandis que son frère Julien, lui, l'argent, ça lui brûle les doigts. Dès qu'il y en a dans son compte, il faut qu'il le dépense pour toutes sortes de raisons, pour des sorties et tout ça. OK? Fait que moi, ce que je veux vous démontrer, c'est le fait de commencer tôt à épargner, ça peut faire une différence. On a Jules qui, tout de suite, quand on disait qu'il ramassait de l'argent tôt dans sa vie, dès qu'il a commencé à travailler avec un salaire qui rentrait de façon régulière à 25 ans, il se met de l'argent de côté. Il met 2 500 $ par année de côté, ce qui équivaut à 50 $ par semaine. Il place son argent dans un véhicule de placement lui rapportant 5 %. J'ai fait 5 % parce que c'est plus facile à calculer, mais il y a des taux d'intérêt différents selon le type de placement qu'on utilise. Il va mettre 2 500 $ comme ça par année pendant 10 ans. Dans 10 ans, sa situation va changer. Il va avoir un petit peu plus de responsabilités financières. Alors, il décide de laisser son argent accumulé dans son compte toujours à 5 %, mais de ne pas en rajouter dessus. Fait qu'il n'en place plus 0 $ par année, mais il laisse l'argent là à 5 % encore pendant 20 ans. Maintenant, son frère. Julien, lui, on disait qu'il n'en mettait pas de côté les premières années. Il s'est amusé. Hein? Quand il y en avait de l'argent, il a dépensé. Donc, il a fait 0 % d'intérêt. Il n'y a pas d'argent. Et ça, pendant 10 ans. Voyant son frère accumuler des sommes importantes, il se décide de se prendre en main et de commencer à mettre de l'épargne de côté et met 2 500 $ par année, comme son frère, à un taux de 5 %. Et il le fait durant 20 ans. Ma question, de Jules ou Julien, selon vous, lequel aura amassé le plus d'argent à l'âge de 55 ans? Qui va être le plus riche? Qui va avoir la meilleure situation de placement? Jules. Pardon? Jules. Vous pensez que c'est Jules? On va aller voir ça. Merci d'avoir répondu. Alors, Jules a placé 2 500 $ pendant 10 ans. Il a donc investi en capital de son argent à lui 25 000 $. Il a placé à 5 % d'intérêt. Donc, 30 ans plus tard, il aura une somme de 83 432 $ d'amassé. Il aura fait un bénéfice de 58 000. Hein? Il a investi 25 000 de sa poche, mais avec l'intérêt accumulé, on appelle ça de l'intérêt composé, il y aura une somme de 83 000. Julien a placé 2 500 pendant 20 ans. Donc, lui a travaillé plus fort dans le sens que c'est 50 000 qu'il a dû investir en capital. Avec ses intérêts à 5 % à 30 ans plus tard, plutôt, il aura la somme de 82 664. On voit qu'il n'y a pas une grosse différence au bout du compte entre Jules et Julien, mais Julien a travaillé plus fort. Fait que lui, il a fait que 32 000 $ de bénéfices comparativement à 58 000 sur Jules. Pourtant, Jules il a été longtemps sans mettre de l'argent, mais il l'a investi tôt et il l'a laissé travailler cet argent-là. C'est ça qu'on appelle la magie de l'intérêt composé. Quand vous placez de l'argent dans une institution financière, si vous n'avez pas besoin des intérêts que l'argent va avoir fait, réinvestissez cet intérêt, demandez-le à votre conseiller, réinvestissez cet intérêt pour que l'intérêt aussi fasse de l'intérêt. Tous ensemble, on va faire en sorte qu'on a un meilleur montant d'accumulé. Imaginez maintenant si Jules n'avait jamais arrêté ses versements de 2 500 $
et durant 30 ans, il les aurait fait à chaque année. Il aurait investi de sa poche en capital, là, 75 000 $. Avec ses intérêts, il y aurait une somme totale d'accumulée de 166 000 $. Et il aurait fait comme bénéfice 91 000 $, puis il en aurait investi 75 000 $. Fait que j'espère, avec ça, vous avoir donné un petit peu le goût de vous mettre de l'argent de côté. J'ai 5 petites minutes encore avec vous. Je veux vous présenter cette page que je vous invite à aller voir sur le www.desjardins.com. En haut, l'adresse est « Accueil particulier ». Dans « Vous êtes », vous choisissez « Vous êtes », étudiant niveau secondaire, et vous pourrez ouvrir, cliquer sur les carrés qui sont à l'écran pour aller chercher de l'information supplémentaire. Comme mon premier emploi, par exemple, vous allez avoir des gabarits pour faire un CV. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter en voyage ou de penser faire avant de partir en voyage pour votre première voiture. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous être utiles dans ce lien-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié les informations que je vous ai transmises qui concernent la gestion de l'argent et que vous vous en servirez pour atteindre vos objectifs financiers. Et sur ce, ben, je vous souhaite bon succès dans la vie personnelle et professionnelle. Et sachez, je le redis encore, sachez que les employés des institutions financières avec lesquels vous faites affaire ont à cœur votre réussite financière, fait qu'ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions et pour vous guider. Merci beaucoup, Nathalie. C'était super intéressant.